Manitou nous apprend à découvrir ce que nous sommes. Celui qui a voulu le monde de vérité, c'est lui qui a fait le monde de la réalité. Aujourd'hui, si on demande pourquoi Manitou est actuel, c'est parce que le monde, dans le fond, est à la recherche de ça depuis tout temps. Bienvenue sur Tandem TV. Nous sommes avec, ici à ma droite, chroniqueuse préférée, en tous les cas pour ma part, Galit. Bonjour Avi. Un autre de mes chroniqueurs préférés, c'est William. Bonjour Avi. Et notre invité, Michael Grishpan. Bonjour Avi. Bonjour. Et c'est un plaisir de recevoir Michael Grishpan parce que il y a quelque chose que nous avons en commun, c'est le Rav Léon Ashkenazi. Alors, moi très modestement élève, et lui, quelqu'un qui va mettre Manitou finalement à la place qu'il doit occuper. C'est un renouvellement sans cesse d'une personnalité qui influe des générations de jeunes, de moins jeunes, sur la pensée juive et sur une façon de penser particulière, la tradition et la modernité. Alors, Michael Grishpan, vous êtes réalisateur, vous êtes de nombreux films, hein, les réfugiés oubliés, la descente infernale, non, le titre Descendant de nazis, l'héritage infernal. Voilà, le descendant de nazis, héritage infernal, et puis bien sûr donc parole oubliée de Manitou. Retrouvée, presque. Manitou, la parole retrouvée. C'est voilà, on a retrouvé finalement le bon titre et puis avec un succès incroyable et pas simplement ici en Israël, mais également en France et ailleurs dans le monde francophone. Finalement, Manitou était attendu, mais vous attendiez quand même à ce succès. Non, je dois dire, non, c'est à chaque fois une bonne surprise. Oui, et puis surtout, il faut son dernier film qui est encore sur les écrans, Le Mystère Shoushani. On va en parler tout à l'heure. On en parlera aussi un peu tout à l'heure. Mais là, aujourd'hui, vous êtes ici en tant qu'expert de Manitou. Est-ce Manitou ? Non, je suis pas du tout expert. Mais c'est vrai que je pense que Manitou gagne de l'importance en Israël tous les jours. On va dire chaque année, il est de plus en plus connu. On peut parler de phénomène Manitou. Et c'est le départ de ce film, Manitou, la parole retrouvée. Je pose la question, j'essaie de comprendre comment se fait-il qu'un rabbin français, enfin, qui est passé par la France, on va dire, puisqu'il est aussi israélien, un peu comme nous, il soit si populaire chez les jeunes Israéliens qui ne l'ont pas connu et qui ne sont pas francophones. C'est la base de départ donc du film. Et le film, il faut d'abord le dire, a été produit par Olivier Cohen, c'est important de le préciser. Un enseignant d'ailleurs. Hein, il est enseignant en France, tout à fait. Et l'histoire même d'Olivier parle de ce miracle Manitou, parce que de son aveu même, Olivier était très loin de la tradition, connaissait très peu le judaïsme, et c'est par le biais de Manitou qu'il a découvert ce qu'on peut nommer comme étant le génie du judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme, on croit toujours le connaître lorsqu'on l'étudie au Talmud Torah, à 5 ans, 6 ans, on apprend les lettres, puis après on lit un petit peu, puis à la bar mitzvah, et puis des fois on lit quelques commentaires à la synagogue. Mais en quoi ce judaïsme peut rivaliser avec les grandes philosophies, les grands auteurs, la grande littérature. Eh bien, il faut quelqu'un du niveau de Manitou pour nous le raconter. Et c'est pour ça que Manitou, déjà en France, a réveillé, on va dire, le judaïsme d'après-guerre, à l'école d'Orsay, lui et d'autres, mais on va dire qu'il était un des principaux maître de ce mouvement de l'école de Paris, donc dans les années 50, 60, et il a fait l'Alia ensuite en 67. 68, je crois, non? Oui, 67-68, oui. Et c'est là que vous l'avez connu, je crois. Alors non, moi je l'ai connu plus tard, bien entendu, en 1980, où j'ai été un de ses élèves à Mayanote. Voilà, alors il avait on va dire, un groupe d'élèves, de disciples qui le suivaient, qui étaient passionnés par ses cours. Il adaptait ses cours aussi en fonction des élèves. Par exemple, quelque chose qui n'est pas tellement connu, c'est que Manitou était kabbaliste, oui. Et il n'aimait pas enseigner la Kabbalah. Il l'a fait à quelques privilégiés, mais voilà, c'est un des aspects méconnus de Manitou. Ce que je veux dire, c'est qu'en Israël, lorsqu'il est arrivé, les Israéliens ne l'attendaient pas.
comme souvent. C'était un rabbin de plus, voilà, en Israël. Et donc, il est mort en 96. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet-là. Et il a fallu attendre donc les années 2010 pour que des colloques autour de Manitou se mettent en place, donc des livres publiés, des thèses de doctorat, etc., etc. Et donc, d'ailleurs, il y a eu là dans Haaretz une de ses élèves de Bar-Ilan je crois qu'elle est doctorante, qui a écrit un grand article dans Haaretz qui compare Manitou et Shoushani. Mes deux derniers films, c'est très intéressant. On peut parler longtemps de ces deux personnages. Juste l'anecdote au sujet de la disparition de Manitou. Il se trouve que j'ai étudié pendant un an à Jérusalem avec Manitou. Enfin, c'était un cours hebdomadaire sur le premier livre de la Genèse. Les engendrements, c'était au centre Yair. Tout à fait. Et c'était passionnant. Et Manitou ne nous autorisait pas à poser des questions pendant le cours. Il avait prévenu qu'il consacrerait le dernier cours aux questions. Et donc, nous, jeunes étudiants, on était tous impressionnés, mais on a posé donc tous des questions aux grands penseurs qu'il était. Et j'avais posé une ou deux questions, mais Manitou m'a envoyé balader. Il faut dire qu'il était parfois très dur. Il était très, très dur avec ses élèves, mais dans le bon sens. À mon avis, dans le bon sens. C'est-à-dire que... en fait, c'était un éveilleur d'esprit. Voilà. Et donc, voilà, il fallait, si on switchait, hop, il fallait qu'il vous réveille et qu'il vous ramène. Tout à fait. Aucun compromis, aucune politesse. On retrouve ça aussi un peu chez Shoushani, mais chez Shoushani, c'est encore beaucoup plus extrême. En tout cas, il ne m'avait pas répondu vraiment. Mais ensuite, c'était donc en 95. Mais ensuite, il avait demandé, par l'intermédiaire de sa secrétaire, de me revoir. Il avait demandé, le jeune homme qui avait posé une ou deux questions, là, j'aimerais le revoir et parler avec lui. J'étais très honoré et on avait fixé rendez-vous, sauf que Manitou était malade et le rendez-vous a été reporté une première fois, une deuxième fois, et finalement, ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. Et donc, je suis resté un peu orphelin. On va dire, j'étais avec cette question qui m'habite depuis, mais que voulait me dire Manitou ? Est-ce que c'était pour me sermonner ? Est-ce que c'était pour, au contraire, me répondre à ces questions ? Je ne le saurais jamais. Mais voilà, en tout cas, d'avoir fait ce film et d'avoir interviewé, pour le coup, des spécialistes de Manitou. Oui. Dans le film, le rabbin Uri Cherki, son frère Eliezer Cherki, et le rav Atoun, et les filles de Manitou et d'autres, etc. J'essaye de réfléchir depuis aussi que je lis Manitou, que j'étudie Manitou. J'essaie toujours de trouver la réponse. Que voulait-il me dire ? En fait, il y a quelque chose qui est très juste et que tu as dit d'emblée, c'est ces générations qui ont suivi Manitou et qui ont suivi. Parce que c'était un pédagogue absolument minutieux, précieux, à profiler chacune des personnes. J'ai un petit frisson en racontant une fois où je me suis retrouvé dans une nafsaka, ou une récréation, une pause où j'étais allé me reposer pendant une étude qu'il faisait souvent, et puis à toute l'assemblée, il pointe et il dit, mais où est Abraham? Et quelqu'un lui a répondu avec on ne sait pas, on voulait pas trop me, et puis parce que je m'étais pas réveillé donc à temps, et finalement il a dit non, Abraham ne dort pas. Abraham est en relation avec le rabbin Akiva, et il a un calembour dont il avait l'habitude, mais qui finalement, quand on me l'a raconté, j'ai trouvé ça d'un respect incroyable et d'une gentillesse, générosité incroyable, parce que c'était ça aussi, cet homme-là. Je pense à cet épisode où il a envie de venir en Israël.
il faisait des voyages d'études depuis Orsay, etc. Il avait envie de venir en Israël. Et puis alors je sais plus si c'est pas André Neher ou c'est quelqu'un qui lui dit non, reste encore ici, on a besoin de toi. Et il ne fera effectivement son alia qu'en 68. Finalement, cet homme, c'est un homme de générosité et dévoué à faire ce qui était initialement le projet de Gamzon, à savoir ressusciter la communauté juive de France. C'était un leader, effectivement, un leader de... Mais c'est surtout ça hein, que moi je retiens de tout ce que j'ai lu, vu, dont on filme pour préparer cette émission. C'est vraiment ça que je retiens et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'il a ramené avec lui ce judaïsme à la française, qui est un judaïsme avec une identité très forte et un sionisme aussi très fort. C'est une des communautés juives du monde avec l'identité la plus forte et le sionisme, un des sionismes vraiment exprimés fortement. Et c'est peut-être pour ça finalement que sa parole parle aux jeunes générations israéliennes et pas du tout francophones, parce qu'effectivement, aujourd'hui en Israël, malgré le fait qu'on soit là, malgré le fait que même les Israéliens, même ceux qui sont nés ici, il y a quand même, encore une fois, comme si, pour ceux effectivement qui étaient nés ici, c'était une évidence, il n'y avait pas d'identité à prouver ou à affirmer, puisqu'on était là, c'est un fait, c'est une donnée, voilà. Et non. Et finalement, ça parle parce que malgré tout, même ceux qui sont nés ici, qui sont tsabarim, qui sont israéliens, ils ont besoin de retrouver une identité hébraïque. J'ai même pas envie de dire juif, puisque lui parle d'hébreu, puisque le juif de retour sur sa terre est un hébreu. Donc, c'est vraiment ça qui, à mon avis, parle aux jeunes générations et fait que sa parole aujourd'hui prend une ampleur. C'est cette recherche d'identité hébraïque et sioniste. Alors, c'est une réponse possible, mais j'apporterai quand même une nuance. Comme tu as vu dans le film, donc, on pose cette question, mais comment expliquer ce petit miracle, hein, la Manitou qui est devenu en fait un penseur israélien comme Leibovitch. 20 ans après sa mort. Oui, tout à fait. On me dit qu'il y a plus de livres qui sont publiés et achetés sur Manitou que sur Leibovitch. C'est assez étonnant. Il y a une rue maintenant Manitou à Jérusalem et comme je vous ai dit, il y a des colloques, il y a des thèses, etc. Ce n'est que le début. Bon, alors, il y a cette explication possible qu'il apporte quelque chose du judaïsme d'Afrique du Nord et français. Et c'est vrai que Manitou était français. C'est vrai que Manitou enseigné pendant une grande partie de sa vie aux Français, qu'il avait d'ailleurs un français magnifique. Il écrivait des poèmes, il écrivait des chansons, il avait un niveau... il faisait des jeux de mots extraordinaires. Tout à fait, et une culture générale et universitaire assez impressionnante. Mais selon, si tu te souviens dans le film, un des premiers intervenants et un des intervenants principaux dans le film, c'est Eliezer Cherki qui dit que finalement, il était l'héritier d'une tradition d'Israël et qu'il ne faisait que transmettre cette tradition dans un langage évidemment adapté. Mais par exemple, ces idées d'équilibre des valeurs, d'unité des valeurs, c'est une idée tout à fait juive. C'est dans la Kabbale, on trouve ça entre le chesed et le din, équilibre. Donc, c'est vrai que ça correspond aussi à liberté, égalité, fraternité aussi. Cette idée de pas juger trop, de pas fermer, de compartimenter. C'est vrai qu'en Afrique du Nord, c'était moins segmenté. Dans le monde ashkénaze, c'était beaucoup plus... il fallait choisir son camp entre les Haredim, les Mitnagdim, les Chassidim, les grandes barbes, les petites barbes, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça, mais d'après Eliezer Cherki, c'est le message d'Israël, la voie du milieu selon le Maïmonide. Donc encore une fois, il a retranscrit dans un langage
parfois universitaire, en comparant avec les autres philosophies, les autres religions, etc. Mais il n'était qu'un prophète d'Israël, finalement. Oui, mais je reviens sur quelque chose quand même qui était particulier, c'est sa méthode d'enseignement. Sa méthode d'enseignement, et d'ailleurs on le voit dans le film, hein, puisque il y a plein d'extraits, et puis des élèves qui parlent de lui. C'est sa méthode d'enseignement qui était centrée sur le fait de ramener finalement l'actualité au prisme de la Torah. C'est-à-dire, la Torah a toutes les réponses. Voilà. Il suffit juste d'éclairer le point de cette modernité, de quelque chose qui se passe en ce moment, et vous avez la réponse. Et c'est vrai que il avait le sens de l'orientation. Donc oui. Oui, ou alors c'est ce que tu dis aussi, c'est le fait, cette faculté à arriver finalement à faire de la Torah quelque chose, pas bien sûr de spirituel, mais pas que, de casser la barrière justement entre le spirituel et le réel. Et effectivement, comme tu dis, tout se trouve dans la Torah, donc voilà, casser tous ces barrières, et faire finalement un pont entre le réel et le spirituel, et la Torah et la vérité, finalement, la vraie vie. Autre chose aussi quand même qui est important de préciser, c'est que Manitou était très critique justement pas de la culture française, non, mais de la déformation de la vision de française ou occidentale, on va dire, du judaïsme et de la Bible. De l'establishment, en fait, hein. Ah, non, je parlais pas simplement de l'establishment communautaire. Je parlais par exemple, dans les il était révolté contre les mauvaises traductions de la Torah. Hein, donc, classique, par exemple, le deuxième livre de la Torah, l'Exode, il dit pourquoi on appelle ça Exode? En hébreu, c'est Shemot, d'abord, c'est une mauvaise traduction, mais ensuite, il ne s'agit pas de partir de chez soi. L'Exode, c'est partir de chez soi. Là, on parle d'un peuple qui rentre à la maison. Donc, ça devrait pas... voilà. On peut dire en ce moment, tiens, on va faire un rapport à l'actualité. Je crois que c'est de Manitou, mais j'en suis pas sûr. Vous allez me corriger. Le commandement qui dit de ne pas tuer. En fait, tout le monde dit ne pas tuer, tu ne tueras point, mais c'est pas ce qu'il y a écrit. Lo tirtsar. Lo tirtsar, tu n'assassineras point. Et il y a une différence bien sûr, énorme. Elle est énorme. Entre ne pas tuer et ne pas assassiner. Bien sûr. Alors pourquoi on traduit ça par... et de nos jours, vous remarquez qu'on accuse Israël de tuer à Gaza. Oui. Or, non. Lors d'une guerre, on ne tue pas ni pour le plaisir. On n'assassine pas. Alors, on assassine certains terroristes, oui, ça on le fait. Ça, c'est autre chose. Voilà, mais on n'assassine pas, effectivement. Bien sûr. Voilà. Mais il avait cette conscience, de toute façon, de résistant, puisque même si on l'avait pas intégré dans l'armée française, il a dû rejoindre la Légion étrangère, et il a, en tant qu'aumônier militaire, il avait ce côté résistant, ce côté créateur en même temps, parce que quand il est rentré comme élève à Orsay, il a fini comme directeur, parce que c'est quelqu'un qui avait un leadership naturel, comme disait Galit, mais en même temps qui avait des choses nouvelles à devoir transmettre, lui qui avait beaucoup voyagé et étudié avec le Rav Kook, donc notamment le fils avec le fils du Rav Kook, donc la Kabbale notamment, et Tzvi Yehuda Kook, pour être précis. Et donc le fait est, c'est qu'avec tout cela, il a voulu être un petit peu comme des maîtres qu'il a eu lui-même, mais le rendre plus accessible justement j'allais dire aux tout nous venants juifs, hein. C'est sans insulte bien sûr, hein, mais le rendre accessible, et ça avec un langage qui soit profilé pour chacun, mais qui soit en même temps, j'allais dire, à vouloir élever la personne en même temps. Et ça, c'est extraordinaire. On dit que c'est un homme de l'oral, hein, puisqu'il a très peu écrit, et encore ce qu'il a écrit, c'est des choses qui sont un petit peu par délégation, sauf quelques livres qu'il a écrits. Voilà. Oui, alors ça m'a beaucoup étonné, oui, effectivement, de découvrir que finalement, il y avait pas beaucoup d'écrits de Manitou, et il y avait surtout une transmission orale, et lui qui était vraiment, voilà, avec
avec les EI, etc. C'était vraiment un transmetteur et du coup, il a fait que ça, transmettre. Et finalement, il n'a pas pris le temps d'écrire. Pour lui, l'oral suffisait finalement à transmettre son... Et ce que tu disais, c'est rigolo parce que dans le livre de Michael, on le voit très bien. Le film de Michael, on le voit très bien puisque ça revient à plusieurs reprises. On dit que effectivement, quand il donnait un cours à 300 personnes, chaque élève avait l'impression qu'il ne s'adressait qu'à lui. Oui. Il paraît que c'était vraiment exceptionnel. Moi, franchement, je regrette malheureusement... Je vais vous dire, alors, c'est paradoxal. Manitou, dans ses enseignements, ne parlait que du klal. C'est-à-dire comment on pourrait dire klal en français, la collectivité. Collectif d'Israël. Et son message est devenu encore plus d'actualité avec le 7 octobre, puisqu'il parlait de l'unité, donc, et déplorait justement cette segmentation de la société. Et comme vous vous souvenez, l'année dernière, on a frôlé la guerre civile. On parlait de guerre civile en tout cas. Certains parlaient de créer deux royaumes, celui de Jérusalem, celui de Juda et d'Israël. Certains étaient sérieux, hein, ils pensaient sérieusement. Bien sûr. Oui, les plans avaient été mis en place. Et depuis le 7 octobre, on ne parle que de l'admirable unité, en tout cas à l'armée. L'entraide qu'il y a eu, même avec les ultra-orthodoxes et la mobilisation incroyable de 130%. Et tous les soldats qui reviennent du front nous disent mais là-bas on est tous ensemble et ils ont du mal à comprendre lorsqu'ils entendent des petites chamailles de politiciens. Et d'ailleurs s'y refusent et d'ailleurs même militent. Il y en a quelques-uns qui s'en vont à des lieux de rassemblement, notamment à Kikar-Hatufim pour prendre la parole et dire stop, ça suffit. Et ce qu'il y a de lié à Manitou, c'est qu'il avait en même temps ce goût de la disputation. Et notamment de vouloir remettre en question le judéo-christianisme pour parler justement de relations pas d'égal à égal, c'est pas le mot est un peu je trouve un petit peu galvaudé, mais en tous les cas de respect à respect. Et Manitou avait ce courage, cette audace de faire rencontrer les mondes. Il était très souvent, que ce soit à Binyan Sarfati de Darat Sofim, ou que ce soit à Mayanot, il avait cette habitude de réunir les mondes orthodoxes, Haredim, et il prenait la parole, et une parole forte et en même temps respectueuse, et on avait l'impression finalement que oui, tous ces mondes peuvent coexister. C'est quelque chose qui était audacieux parce que je parle des années 80 et là aujourd'hui, comme tu me le rappelais, on est en 2024 et il y a même encore des gens, il y a encore quelques jours qui voudraient repolitiser les choses. Il y en a qui sont en train de le faire. Cette parole-là, elle devient davantage cruciale que celle de Manitou. Ah oui, parce que c'est un mot qui revient souvent, l'unité des valeurs. Et j'avais noté quelque chose parce que effectivement, donc pour lui, c'est le projet moral d'Israël, c'est effectivement de véhiculer cette unité de valeurs avec la fraternité comme effectivement valeur suprême. Et c'est rigolo parce que moi, ce que j'ai noté, c'est il dit que la morale, c'est que nous sommes créés en vue de mériter d'être, finalement. Et la finalité de la morale, c'est de mériter d'avoir été créé. Et en hébreu, anachnu tzrichim liot reuim. Et en ce moment, depuis le début de cette guerre, c'est quelque chose qui, moi, m'obsède parce que par rapport à tous les chayalim qui vont et qui se battent pour nous, et on en a perdu 600, on en comptait 600 hier, et c'est vraiment quelque chose qui m'obsède, c'est de mériter, d'être digne, qu'il ne soit pas parti pour rien. Liot reuim, on doit être méritant et mériter leur sacrifice finalement. Et c'est quelque chose effectivement qui, dans cette unité, dans cette fraternité,
qu'on devrait répéter, et voilà. Et sans vraiment, moi, connaître les enseignements de Manitou, que j'ai découvert vraiment en préparant cette émission, j'avais ça qui me venait naturellement, et c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire, ça, dans son enseignement. Et quand tu disais tout à l'heure, tu parlais qu'il essayait comme ça effectivement, dans cette optique, de réunir tout le monde. Moi, j'ai vu quand même une rupture avec les orthodoxes, avec les Haredim, quelque chose d'assez même véhément, d'assez fort. C'était le sujet qui le mettait en colère. C'est ça. Et donc, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment est-ce qu'il réagirait aujourd'hui quand il verrait toutes ces polémiques entre les Haredim et les Chilonim, mais autour de cette polémique autour de la conscription des Haredim. William? Je voudrais, à défaut de mon grain de sel, apporter mon grain de sable, puisque j'ai vécu en Israël, comme vous le savez maintenant depuis longtemps, il y a une 50aine d'années, à l'époque de Mahayanot. Et pour moi, Manitou, que d'ailleurs je n'appelais pas Manitou, Manitou c'est son totem Éhi, c'est un grand chef Éhi, il faut le savoir, d'Algérie, d'Alger d'ailleurs, à ne pas confondre, ou d'Oran, pardon, à ne pas confondre avec Constantine, mais c'est vrai que le judaïsme d'Algérie était complètement différent. Donc je disais ça parce que c'était donc le rabbin Léon Ashkenazi pour moi. Dans les années 70, je suis étudiant ici, comme vous le savez, et on me signale qu'il y a le rabbin Léon Ashkenazi, donc un rabbin français, qui donne des cours dans un cadre, je dirais, quasi universitaire, en tout cas des cours de Torah. Bon, j'étais à cette époque, je le suis resté aussi un petit peu quand même, très anti-Haredi, comme lui. Et pourtant, j'ai pas voulu y aller. Je n'ai pas voulu aller à Mahayanot. Pourquoi ? Parce que malgré tout, il avait des détracteurs, Manitou. Il avait des détracteurs qui considéraient, à cette époque, donc à l'époque de Mahayanot, que c'était plus, je crois que c'est Michael qui parlait de disciple, un gourou qu'autre chose, et non pas de disciple, mais de fan. Et je me suis dit, où vais-je m'embrayer ? Bon, j'avais une vingtaine d'années, où vais-je m'embrayer ? Je n'ai pas envie de rentrer dans une secte, entre guillemets, et encore moins dans une secte juive. Et donc, je ne suis pas allé. Donc, c'est ça, c'est cette ambivalence que l'on retrouve chez Manitou, ou Léon Ashkenazi, que je ne peux pas l'appeler Manitou, moi. D'abord parce que j'ai pas comme ma fille et mes petits-enfants, j'ai pas été très longtemps, quelques mois. Je suis plutôt Bnei Akiva, mais il était aussi, comme tu l'as dit, c'était un disciple de Kook, du Rav Kook, qui est le grand gourou, entre guillemets, là je mets des guillemets cette fois-ci, du mouvement sioniste religieux Bnei Akiva. Donc j'étais Bnei Akiva. Et pour moi, donc, ex-Bnei Akiva, c'était quelqu'un qui sortait du cadre du sionisme religieux, et ça me faisait peur, et donc je suis pas allé à Mahayanot, voilà. Bon, c'est vrai que certains l'accusaient d'être un gourou et d'avoir des fans, etc. D'abord, c'est possible qu'il y en ait eu. Il a été tellement charismatique, tellement intelligent, brillant. Bon, c'est le propre de chaque personne célèbre et un peu influente d'avoir des fans. Mais je pense pas que lui cherchait cela. Il était assez humble. Ce qui l'importait plutôt, c'était vraiment de convaincre et d'enseigner. Avi, tu seras d'accord Oui, je dirais même que il avait il était à l'opposé, mais alors à 1000% de ce profil, puisque on lui a proposé 1000 fois d'obtenir des statuts institutionnels extraordinaires, et qu'il a refusé parce qu'il voulait rester cet éveilleur d'esprit, l'homme de l'oralité, et cet enseignant, en fait, cet éducateur plutôt, cet éducateur. Donc il y avait chez Manitou au contraire une humilité incroyable. J'ai reçu un coup de téléphone de Bourg, qui était ministre à l'époque, un ministre très bien assis, ministre de l'Intérieur, et qui représentait le Mafdal. Et il me téléphone un samedi soir à 10h du soir, il me dit « Écoute, Ilan, je cherche Manitou, je ne le trouve pas. »
il est nulle part. J'ai dit, bon, mais il y a un problème. Il dit, non, mais on voudrait présenter sa candidature à la présidence. Et on a déjà l'appui d'autres partis. Mais pour ça, il faut encore lui parler. J'ai dit, écoute, je vais faire ma petite enquête. J'ai fait ma petite enquête. Mon enquête m'a amené à Manitou, vers 11h du soir, Manitou à Eilat, dirigeant un séminaire. J'attrape Manitou en pleine nuit et j'écoute, Bourg te cherche. Et je lui explique. Il me dit, mais moi, je veux pas être président, moi. Il n'est pas question que moi, je veux ma liberté. Je dis, mais Manitou, c'est important pour le judaïsme français, pour nous, enfin, pour toi, pour tout, quoi. C'est la reconnaissance du judaïsme français. Il n'est pas question, moi, je veux ma liberté. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais avec Bourg? Et il me dit, tu m'as pas trouvé. Tu dis que tu n'as aucune idée de l'endroit où je me trouve. Le lendemain matin, il m'a téléphoné Bourg en me disant, non, qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas trouvé. Il me dit, non, mais il nous reste quelques heures. Est-ce que vous pouvez le chercher? Je continue à chercher, mais... c'était Manitou. Il avait besoin d'être libre. À tel point qu'il pouvait sortir de ses gonds. Rappelez-vous, nous sommes dans les années 80 et nous sommes dans le démantèlement de Tsahal au Liban. Et la guerre du Liban, hein. Et nous sommes donc dans le 83-84 le démantèlement. Et voilà que la presse internationale était absolument horrible et d'ailleurs inaugurait ce renversement des valeurs juifs, nazis, etc., etc. Et à un moment donné, il a été interviewé par le Nouvel Observateur, vous pouvez le retrouver, par le Nouvel Observateur, et il a eu une phrase, pour ceux qui connaissaient Manitou réellement, ça ne les étonnait pas. Pour ceux qui pensaient etc., là, ça pouvait surprendre. Parce que là, il est sorti, j'allais dire, du cadre institutionnel où on prend des précautions, etc., et il a dit, dans le Nouvel Observateur, alors je vous le dis in extenso, bien sûr, il ne faudrait pas qu'on nous cherche un peu trop, parce que des révélations sur la réalité de la présence juive sur cette terre et du côté exogène, c'est-à-dire du côté étranger des autres religions sur cette terre, nous en avons les preuves. Mais nous savons aussi où taper, à quelle porte taper, pour que tout le monde puisse constater et voir les preuves. Et ça, je veux dire, personne n'aurait osé dire ça, parce que quand le journaliste lui dit, mais à qui vous pensez? Mais je pense au Vatican, bien sûr. C'est incroyable, un pavé dans la mare, quelqu'un qui ose dire que le Vatican avait dans ses sous-sols donc des choses qui prouvaient que, effectivement, ce que la Torah avait pour mission d'enseigner, de transmettre, pour reprendre les termes, eh bien, était effectivement réel. Et donc, il n'avait pas ce côté gourou. Il pouvait être un homme qui pouvait, tu l'as dit tout à l'heure, s'énerver, mais en même temps, très rigoureux sur les mots employés et sur les situations. Il reste quoi de l'école d'Orsay aujourd'hui? Manitou n'est plus là, Neher non plus. Il reste quoi? C'était quand même les phares, il faut le dire, dans les années 50-60, surtout du judaïsme français, avec le fameux colloque des intellectuels juifs de France. Il reste quoi de tout ça? Il reste nous. Oui. Nous sommes tous les héritiers de cette école. Et il reste ici des transmetteurs de cette pensée-là. Je pense notamment à Roni Akrish, je pense notamment à Cherki, bien évidemment, et je pense aussi à Yoel Benaroche, qui le Ravatoun, le Ravatoun, David. Oui, mais ce sont des Israéliens, alors qu'à l'époque, on parlait de colloque des intellectuels de langue française. Mais c'est pareil en France. Oui, non, mais je veux dire, à l'époque, ils incarnaient le renouveau du judaïsme français, d'après-guerre, on est d'accord. Et aujourd'hui, donc, ce sont des Français, bien sûr, mais Israéliens qui donnent... Non, mais Israéliens, mais qui transmettent cette parole-là. Oui, qui transmettent, j'ai envie de dire, l'enseignement de Manitou, mais en tant qu'Israéliens.
Et puis finalement, est-ce qu'il y a un rapport, et ça c'est Michael, dans vos recherches, avec Shoushani, avec Lévinas, est-ce qu'il y a un rapport est-ce qu'il y a une trilogie, j'ai envie de dire, Shoushani, Lévinas, Manitou, de les mettre dans n'importe quel ordre? On pourrait la faire, on pourrait faire... Bon, alors, j'ai un ami qui a fait un film sur Lévinas, un ami israélien. Moi, j'ai fait sur donc Manitou et Shoushani. Alors, on peut raconter que les deux se sont connus et il y a eu un clash entre les deux. C'est amusant. Ah oui. Et je disais avant le début de cette émission, beaucoup de gens confondent les deux personnages parce que ce sont deux noms exotiques en 3 syllabes. Les deux sont passés par la France. Bon. Maintenant, il y a des grandes différences. Oui. Une des différences, c'est que Manitou est un enseignant reconnu, pédagogue, etc. Et Shoushani, c'était... alors, parfois, on dit un punk, ou un schnorreur. C'était un schnorreur, c'était un clochard, un vagabond. C'était un génie aussi, mais voilà, c'est un personnage plein de contradictions. Et alors, à Orsay, Shoushani a enseigné pendant un semestre, je crois, et Manitou l'a renvoyé, a fini par le renvoyer. Alors, j'ai entendu plusieurs explications. C'est Shoushani qui a enseigné pendant... Oui. Pardon. Shoushani a enseigné pendant quelques mois à Orsay, et le directeur de l'école, qui était Manitou, l'a renvoyé. Et j'ai entendu plusieurs explications sur ce renvoi. Bon, d'abord, il était tellement peu pédagogue, il était tellement provoquant, Shoushani. Il disait des choses qu'il fallait pas dire à des jeunes élèves. En plus, pour la plupart, venaient sortaient de la Shoah, etc. On pouvait pas remettre en question... voilà, ce qu'on disait. Ceux qui aimé les deux disaient ça en général, c'est que Shoushani cassait tout, mais ne reconstruisait pas. Il cassait. Et par exemple, Elie Wiesel dit lui-même que heureusement, on le voit au début de mon film, il dit heureusement que j'ai arrêté d'étudier avec Shoushani parce que je serais devenu fou. Oui, absolument. Voilà. Oui, et par ailleurs, son comportement n'était pas éthique. Il volait, il chipait des petites choses, des livres. Je l'ai su, par exemple, qu'il y avait à l'école d'Orsay un Sefer Torah qui avait disparu. Et j'ai su par un autre témoin qu'ils ont retrouvé dans les affaires de Shoushani un Sefer Torah. Donc, on suppose que c'est celui-là qui l'aurait volé. Volé ou emprunté. Parce que lorsqu'on lui a demandé pourquoi, monsieur Shoushani, vous volez des livres, il dit non, les livres appartiennent à ceux qui les comprennent. Comme ça. Il était très sûr de lui, très provoquant. Et Lévinas, est-ce qu'il y a un rapport? Alors, c'est curieux parce que je crois que Lévinas et Manitou déjà se connaissaient, mais ne se comprenaient pas complètement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était plus universitaire, on va dire, bien que, comme on le sait, Manitou a fait des études à l'université, anthropologie. Mais disons, voilà, l'approche de Lévinas, c'est d'abord une approche philosophique. Et donc, ils se connaissaient, ils s'appréciaient de loin, sans plus. Les deux ont connu Shoushani. Et comme vous savez, pour Lévinas, Shoushani, c'est le génie absolu. C'est son maître. Celui il le compare à Heidegger. Il faut le faire. Il dit, j'ai rencontré dans ma vie 2 génies, c'est Heidegger et surtout dans la bouche de Lévinas. Ouais. Et par exemple, vous devez connaître Claude Rivlin en France. Bien sûr. Il n'a pas encore vu mon film, il faut absolument qu'il le voie d'ailleurs, parce qu'il apparaît dans le film. Et Claude Rivlin, c'est donc un ingénieur polytechnicien, Polytechnique Les Mines, c'est ça. Très brillant, qui a rencontré Shoushani. Mais il dit, voilà, j'ai eu 2 maîtres, c'est pour le coup Manitou et Lévinas. Il y en avait un qui aimait, plus qu'aimait, c'est-à-dire pour lui, il le met au sommet de tout. Hein. Donc c'est... Lévinas adorait Monsieur Shoushani et Manitou s'en méfiait. Il disait cette phrase qui apparaît dans le film. Certains disent qu'il était 50% génial, 50% fou. Moi, je dis qu'il était 100% génial et 100% fou. Voilà, c'est la formule de Manitou. Absolument. Voilà. Et comme je vous dis, il y a un article dans Haaretz, c'est la première page du supplément littéraire d'Haaretz sur la comparaison entre les deux personnages. Mais moi, ça ne m'étonne pas que La Parole retrouvée, le film, ait eu autant de succès, et notamment dans la communauté francophone, parce que on a eu des gens
qui élève ou amis ou complices de Manitou ont été, comment dirais-je, des pôles de formation, pour Israël, pour le judaïsme et pour une façon de l'enseigner. Je pense à Beno Gross que vous avez cité tout à l'heure, qui était doyen. Amadou Valenci, Beno Gross. Voilà, André Neher, etc. Eliane Amadou Valenci. Eh bien, ils ont donné des étudiants comme Michael Benadmon, comme Gaël Serrero, comme des gens qui sont dans cette tradition de Manitou et qui poursuivent ce chemin. Bon, après, bien sûr, le Rav Cherki qu'on a cité et tous les autres, et puis tous ceux qui, là, ici, ont écrit des livres, donc, sur Manitou, parce que on a toujours besoin de prolonger l'échange avec Manitou, même si l'échange se réduisait à souvent l'écouter et être impressionné que d'intervenir en duo. Mais il y a, et là je crois que c'était pertinent que de faire ce film-là, et même attendu qu'il ait du succès, parce que il a mis il a semé un petit peu partout. Il allait au Canada donner des conférences, mais c'était incroyable le nombre de gens qui avaient à ces conférences. Il allait, il mettait des centres communautaires à peu près partout. Puis il avait, voilà. Et puis il était au centre Rachi, au Port-Royal, donc avec le QEJ, etc. Donc il enseignait constamment. Donc des étudiants sont partis à l'étranger et sont devenus, j'allais dire, des relais naturels de l'expression de Manitou et de sa méthode, parce que c'était quand même incroyable. Et moi tout à l'heure j'allais dire, c'est l'establishment qui était très hostile, très réticent, pour être gentil, contre l'enseignement de Manitou dans les années 80, parce que c'était un homme de l'oral. Et il cherchait pas le statut. Et c'est quelqu'un qui voulait rester un éducateur. Et pourtant, si je ne m'abuse, c'est quand même lui qui a été choisi lors du pardon officiel du roi Juan Carlos pour les faits d'inquisition contre les Juifs. Celui qui a représenté Israël au nom des Juifs, c'est Manitou. Donc, même s'il n'avait pas le statut, j'allais dire, institutionnel, il avait le statut international, avec le Dalai Lama aussi, etc. Donc, il y a aussi un épisode que je montre dans le film, c'est au Cameroun. Oui, Biya, voilà, Paul Biya. Qui est encore en vie. Toujours, ouais. Et Manitou était son enseignant de Bible, on va dire. Je crois que ça reste à fouiller, hein, mais ce qu'on dit, c'est que les bons rapports entre le Cameroun et Israël sont dus à ces rapports personnels entre Manitou et Paul Biya. En tous les cas, c'est ce que dit Paul Biya. Il le dit lui-même. Oui, il le dit lui-même. Et puis, Manitou avait reçu une forme de récompense de la part de l'époque du ministère des Affaires étrangères. Donc oui, il y avait véritablement quelque chose qui s'est passé. Il faut dire que Paul Biya était prêtre à l'origine. Et Manitou, il y avait quelque chose qui était extraordinaire. Il refusait le judéo-christianisme. Par contre, parlait avec les chrétiens. Il y avait des séminaires qui se passaient à Mayennot avec des prêtres et des grands pontes du Vatican, des ambassadeurs, et donc non, franchement, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la parole de Manitou qui se retrouve dans le film. C'est voilà un semeur de vision d'Israël, de vision de l'être juif après la guerre, où on n'est plus soumis, parce que il a fait la découverte de l'antisémitisme, il faut le savoir, donc à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, et cet antisémitisme-là lui a montré que bon, on pouvait pas compter sur les autres, et qu'il fallait compter que sur soi, donc finalement se redécouvrir. Avi, en t'écoutant, je me dis que j'aurais dû te mettre dans le film, parce que tu parles avec le cœur et ça se sent, se sent. Et vraiment, moi, ce qui m'étonne, en tout cas, ce qui me fascine, c'est que des penseurs, des transmetteurs, il y en a beaucoup eu, mais surtout, il
il n'a pas qu'influencé les esprits. Il y a des gens qui ont changé de vie en allant assister à un cours de Manitou. Les gens, il a influencé sur leur parcours, leur Absolument. vie. Il y a dans ton film, il y a quelqu'un qui le dit. Il est allé à un cours à Lyon un jeudi. Le dimanche, il était dans l'avion pour venir en Israël. Bien, moi, j'ai l'exemple de mon cousin qui est plus de ce monde, qui était complètement anti-religieux. Mais alors, quand je dis anti-religieux, à fond la caisse, il a été à un cours à Mayanot. Je l'ai retrouvé quelques jours après avec la kippa sur la tête. Oui. Et d'un autre côté, en parlant de ça, c'était quelqu'un de très, très, très tolérant parce que on voit ces filles, par exemple, dans ton film, et on se rend vraiment compte elles ne sont ni perruquées, ni avec un foulard, ni avec un kissouille. Ça, c'est le judaïsme d'Algérie. Non, mais quand même, elles ont grandi en Israël, elles sont même peut-être Ils même refusaient nées le en charédisme, Israël. hein, donc c'est très important. Mais Très mais on voit bien Non, il que était ouvert, il était humain, voilà. il avait de l'humour. Mais son judaïsme, c'était pas être Ah non, il était anti-Haredi. Ça, c'est quelque chose qu'on a c'est bien un chapitre retenu. entier dans le film. Qu'on a bien C'est important retenu. de le noter. Et voilà, donc ça c'est vraiment un personnage assez étonnant dans ce sens-là, où il a influencé sur la vie des gens, le destin des gens. Je voudrais revenir sur la formule là, de Manitou qui est sur le fait de mériter d'exister. Tu l'as cité. Finalement, notre but, selon Manitou, c'est par la morale et par nos actions, mériter d'être en vie, parce qu'on reçoit la vie comme un cadeau. Et c'est l'occasion pour moi de parler d'une triste nouvelle que nous avons connue hier. Il y avait un jeune soldat de Ranana, Sivan Veil, Zichrono Livracha. J'étais à... Shem Yikom Damo. Voilà. J'étais à son enterrement. Voilà. Ei est fils de Julien Français. Veil voilà. Oui, de Bayonne et de Bordeaux en plus. C'est deux villes que je connais très bien. Voilà. Et quand on voit que des jeunes garçons donnent leur vie par idéal. Incroyable. Et j'ai entendu à l'enterrement aussi son frère qui dit j'aurais aimé être à ta place, et c'est bouleversant. C'est bouleversant. Ouais. Mais à ce propos... Non, mais on se pose des questions. Je veux juste finir. Ça rend encore plus l'acuité. Non, c'est de cette formule. C'est finalement, et nous, qu'est-ce qu'on va faire de nous? On a ce cadeau qui est la vie. On est là pour pas longtemps encore. Qu'est-ce qu'on va faire de nos actions, de notre vie, pour mériter de pouvoir vivre? Alors si, je vais pas parler à la place de Manitou, mais quelque chose qui nous a dit à l'occasion du décès pendant la guerre du Liban de son beau-fils, et qui et nous on s'étonnait qu'il vienne enseigner. On s'étonnait qu'il soit là, qu'il soit toujours présent, et que il se soit pas muet sur ses calembours, sur ses petits jeux de mots, etc. Et finalement, c'était l'homme de la vie, celui qui sacralisait la vie. Et il nous a dit, il nous disait, c'est la fête que je ne peux pas avoir dans la tête et dans le cœur. Mais vous êtes la vie, et je suis là pour vous. Et cette phrase qui nous, je veux dire, on était tous déjà un petit peu voilà, émus par la nouvelle, mais le fait qu'ils nous disent ça, ce courage, cette audace, et qui nous explique encore cette pédagogie, et qui nous explique, je veux dire, c'était quelque chose qui était grandiose, aussi grandiose que le fait qu'il s'entoure de gens autour de lui, comme Avraham Golek, qui sortit des cours professeur d'histoire du sionisme à l'université, qui avait une vie absolument carambolesque, qui nous enseignait ça avec comment dirais-je, un enseignement très bizarre mais très pédagogique. Il s'entourait de Charles Nakab qui était guide touristique à l'époque, mais c'était vraiment à l'époque des pionniers, quoi. Et Charles Nakab, c'est d'ailleurs celui qui a servi de modèle à Goscinny pour jouer le rôle du juif dans Astérix en Égypte, je sais plus quoi. Donc il y a quelque chose. Le retour.
il y a quelque chose que, bien évidemment, ça laisse une empreinte au centre Yaïr, où tu allais, donc certainement, au centre Yaïr, les gens qui venaient, c'était des gens qui avaient des fois entendu parler de Manitou et qui arrivaient et qui lâchaient plus. Parce que il avait, des fois, on le prenait pour un magicien. Il nous disait, allez, Léon, je vous livre un secret. Et il écrivait au tableau, vous voyez le mot là, Kohar. Si vous faites la Yadaim, c'est la même valeur numérique que Kohar. Et nous, impressionnés, les gens au centre Yaïr impressionnés, et finalement, il reprenait l'enseignement avec Bereshit, Shemot, ou avec, mais vraiment de façon très rigoureuse, où on devait voir les références. Et il avait fait cette boutade. Oui. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment une perception de la pédagogie qui est aujourd'hui d'ailleurs se retrouve, et notamment chez les professeurs francophones. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il nous disait toujours, s'il y a quelque chose que vous devez ramener de France, c'est votre élocution et votre politesse. Voilà, il disait, ramenez ça en Israël. Donc voilà, donc Manitou, Michael Grishpan, avec ce film La parole retrouvée. J'ai retrouvé le bon titre. Manitou, la parole retrouvée. Manitou, la parole retrouvée. Un film à voir et à revoir. C'est juste un bonheur. C'est comme si vous étiez en train de vous abreuver d'une eau fraîche. Et puis, bien sûr, ce lien avec Monsieur Chouchani, ton dernier film. Un film qui est sorti, qui va sortir partout. Donc, dépêchez-vous de le voir. Et pour ceux qui pourraient pas se déplacer, une date va être prévue donc à la télévision. Normalement le 20 avril, s'il n'y a pas de nouvelles surprises, parce qu'il y en a déjà eu. Normalement le 20 avril sur Cannes 11, la chaîne israélienne. Voilà, et puis à la Cinémathèque, Cinémathèque de Jérusalem et de Tel Aviv. Les deux, moi je l'ai vu. C'est un film mais extraordinaire. C'est un roman policier. C'est un policier quoi. C'est un presque d'ailleurs limite espionnage. Ouais, mais d'ailleurs on a traité Chouchani d'espion. Moi j'avais lu le bouquin de Malka il y a 30 ans. Je savais qui était Chouchani par mon ami Shlomo Malka. Mais là, j'ai découvert l'homme. Il y a un phénomène aussi. Bon, c'est pas le sujet, mais je pense que vous me réinviterez sur Chouchani. Sur Chouchani, on refera une émission. Il y a un phénomène, autour de ce film. Et est-ce qu'on peut encore, où est-ce qu'on peut voir la parole retrouvée ? Alors, on organise des projections, en général dans les communautés, en France, en Israël, il y en aura d'autres. On pense même faire une version plus israélienne du film, avec plus d'hébreu. Parce que ceux qui sont dans le film sont tous bilingues parfaitement, les Cherki évidemment et les autres. Pour que parce que justement les jeunes Israéliens attendent. C'est-à-dire c'est plus facile de voir un film sans devoir lire les sous-titres tout le temps. Sûr. Donc on va faire une version en hébreu Absolument. Très bien. Et puis pour ceux qui veulent savoir pour les projections, on peut te suivre dans tes différents comptes sur les réseaux sociaux. Voilà. Michael Grishpan. Et je voudrais surtout pas qu'on oublie de dire à tous les téléspectateurs de Tandem TV, vraiment, d'aller aussi voir les autres films, les réfugiés, finalement, les oubliés, les réfugiés. C'est un film qui a qui prend toute sa valeur aujourd'hui, vraiment, qui a d'ailleurs été primé à l'ONU, si je ne m'abuse. Il est passé à l'ONU, oui. Alors c'est un film qui est un peu vieux maintenant, il y a une vingtaine d'années, mais c'est un film sur les Juifs des pays arabes. Je crois que vous avez invité ici Georges Bensoussan qui a travaillé sur le sujet. C'est un sujet qui fâche parce qu'en général on veut présenter le conflit israélo-arabe comme des occidentaux qui prennent des terres des autochtones. On sait bien que la réalité historique est tout autre. Les Juifs, d'abord les Israéliens sont à moitié séfarades.
La moitié des Israéliens sont séfarades. Et donc, les problèmes entre l'islam et le judaïsme n'ont pas commencé avec la création de l'État d'Israël. Ça remonte à bien longtemps. Le statut du dhimmi, le statut inférieur que Ça remonte à l'islam, à Mohamed. Voilà, on peut dire ça. Et donc, c'est ce que je montre dans ce film. Et ce film a eu un grand impact parce qu'effectivement, il est passé à l'ONU, au Congrès américain et dans beaucoup de pays. Voilà. Et un autre film aussi qui a toute son actualité, c'est le film sur Toulouse. Le film sur Toulouse, puisque on a commémoré l'anniversaire de l'attentat. Donc un film absolument à voir. Michel Grichpan à suivre absolument. Et le prochain, alors c'est quoi le prochain? On a dit sur Avis. On vient de trouver un sujet. Voilà, Avis le prophète. En tous les cas, Michel Grichpan. Michael, finalement ce soir, Michael Grichpan, merci. C'est moi qui vous remercie. Galit, merci Michael. Merci à Tandem TV que je suis et que j'apprécie. Merci beaucoup. Il dit qui est un maître? Un maître, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'élèves. Il dit ça, c'est un professeur. Un maître, c'est quelqu'un qui a reçu d'un maître. Les autres, c'est des centimètres. Ils se sont sentis maîtres. Cette capacité de cette familiarité, cette bonhomie, puis cet humour qui est quand même incomparable. Et ça reste de ce point de vue-là quelque chose qui, associé à son œuvre orale et écrite, font de sa personnalité quelque chose d'incontestablement unique. En général, ces personnes d'une grande autorité morale et spirituelle et religieuse manquent plutôt d'humour. C'était pas son cas. Il disait que l'humour juif, c'était de pas se prendre au sérieux. Et c'est ce qui nous a permis de traverser l'histoire. Et il expliquait, il dit, parce que si on se prend au sérieux, alors on ne prend pas les valeurs au sérieux, puisqu'on se prend au sérieux.